Pour cette dernière partie sur l'opinion publique, nous allons voir en quoi les sondages modifient l'exercice de la démocratie et de la vie politique. Depuis leur création, le nombre de sondages a augmenté de façon exponentielle. On en répertoriait 450 par an en moyenne dans les années 50 dans le monde entier. Pour l'année 1983, c'est 500 sondages qui ont été faits à peu près en France. On en répertoriait 721 en 1991. En 2017, 560 sondages portent uniquement sur les élections présidentielles. Les mutations touchent également les recueils des données. Le face-à-face a été complété par des sondages faits par téléphone et de plus en plus par Internet. La problématique pour cette dernière séquence, l'omniprésence des sondages dans notre environnement, leur médiatisation, sont-elles sans conséquence sur la vie politique, sur le fonctionnement des partis, ou au contraire, en quoi cela peut-il influencer l'opinion publique et la façon de faire de la politique ? Les objectifs de cette séquence est donc de comprendre comment le recours fréquent aux sondages d'opinion contribue à forger l'opinion publique et modifie l'exercice de la démocratie. On introduira notamment la notion de démocratie d'opinion, comment ça modifie l'exercice de la vie politique, comment se fait le contrôle des gouvernants, comment se fait le jeu de la participation électorale et quel est le rôle aussi de la communication en politique. Tout d'abord, démocratie d'opinion, démocratie du public. À partir d'une analyse de Bernard Manin, on peut répertorier 3 phases successives de la démocratie qui sont tout d'abord la démocratie des notables. Cette phase est celle du parlementarisme. Le peuple est représenté par une minorité de personnes influentes qui sont élus, donc les députés, les sénateurs, qui sont généralement des notables ancrés dans un territoire fortement influent. Ils entretiennent des liens réguliers avec les citoyens. Ils cumulent souvent, par ailleurs, plusieurs mandats. Ils sont députés maires, sénateurs maires, conseillers généraux. La deuxième démocratie, c'est la démocratie des partis. Donc le peuple est représenté par des formations partisanes, des partis politiques. L'électeur ne vote pas plus pour une personne, mais plus pour un parti, pour le candidat du parti auquel il s'identifie, parce qu'il adhère aux mêmes valeurs et il défend ses intérêts. La relation politique tend à se dépersonnaliser par rapport à la première période. Enfin, pour terminer, c'est la démocratie d'opinion qui supplante la démocratie des partis. Le peuple est représenté par l'opinion publique. Les électeurs disposent désormais de canaux d'expression et d'action directe qui leur permettent de court-circuiter les partis. Aujourd'hui, on peut même signaler que les sondages sont de plus en plus concurrencés par l'utilisation des nouvelles technologies. Les publications sur les réseaux sociaux numériques, les tweets, les blogs modifient la façon de s'informer et ont un effet viral qui peut faire que l'on s'intéresse davantage à ce qui est dit plutôt qu'à ceux qui s'expriment. Ces nouveaux acteurs contribuent également à faire l'opinion publique. Qu'est-ce qu'une démocratie d'opinion ? La démocratie d'opinion peut être définie de la manière suivante. C'est la forme de la démocratie représentative qui est marquée par l'influence des médias et des sondages, ainsi que l'importance de la communication politique. Les sondages et leur médiatisation contribuent à créer un lien direct, quasi instantané, entre les gouvernants et le peuple. Cet effet est renforcé par le relais que sont les réseaux sociaux numériques. Cette démocratie d'opinion modifie la sélection du personnel politique. On peut donner comme exemple ces dernières années l'élection de Donald Trump aux États-Unis, qui a su jouer de son image auprès des médias et qui a su utiliser les réseaux sociaux numériques pour être le candidat du Parti républicain et devenir le président des États-Unis. En France, Emmanuel Macron a créé la surprise également en se positionnant en dehors du clivage gauche-droite, en créant un nouveau parti, LREM, et en utilisant les moyens de communication qui sont ceux du marketing. Quelle est d'ailleurs l'importance de la communication politique dans ces deux démocraties d'opinion ? Les hommes et les femmes politiques ont recours à des conseillers en communication qu'ils engagent lors des campagnes électorales pour améliorer leur image et pour pouvoir bénéficier d'un traitement favorable dans les médias. Ce sont en anglais les spin doctors
que les Québécois appellent les doreurs d'images, doreurs D-O-R-E-U-R, du verbe dorer. Ce sont de véritables stratégies de marketing politique qui sont mises en place pour gagner des voix ou des points de popularité. On parle même de part de marché sur le marché politique. L'avènement de cette démocratie d'opinion n'est pas sans limite. Tout d'abord, on peut évoquer la détérioration du débat public puisqu'il devient soumis au règne de l'image, de l'immédiateté, des réactions à chaud, de l'émotion. Ensuite, il y a également un risque de dérive populiste ou démagogique puisque les gouvernants cherchent à plaire aux citoyens en les flattant pour mieux les dominer ou les manipuler. Ils soumettent au test des sondages leur popularité, la popularité des mesures qu'ils souhaitent prendre, et ils peuvent même abandonner leur faculté de gouverner, de mener un projet politique réfléchi et cohérent en répondant à cette politique des sondages. Et enfin, on peut évoquer aussi le fait que l'opinion publique devienne très versatile, puisqu'elle est largement influençable par les différentes sources médiatiques, réseaux sociaux notamment. Dans cette deuxième partie, nous allons voir les sondages modifient la vie politique. Tout d'abord, à partir de ce premier document où nous voyons l'évolution du nombre de sondages qui ont un lien avec l'élection présidentielle en France, nous voyons qu'en 2017, 560 sondages ont été réalisés en lien avec l'élection présidentielle. D'ailleurs, entre 1981 et 2017, le nombre de sondages réalisés en lien avec cette élection a été multiplié par 5. Ce document montre les résultats d'un sondage à propos des différentes propositions concernant l'Union européenne. Les Français sont-ils pour ou contre ? Si nous lisons la donnée concernant la libre circulation des citoyens, donc on peut dire la chose suivante, sur 100 Français interrogés, 79 sont favorables à la libre circulation des citoyens, 17 y sont défavorables et 4 ne donnent pas de réponse. On peut s'appuyer sur un tel sondage pour voir justement quelle est l'adhésion des personnes interrogées aux différentes mesures déjà en vigueur ou éventuellement que l'on souhaiterait renforcer. Donc ici, si on trace un trait au niveau des 50%, eh bien, tout ce qu'il y a au-dessus permet de dégager une majorité. On s'aperçoit que les Français adhèrent à la libre circulation des citoyens, à la politique de sécurité et de défense commune, à l'union économique et monétaire, la monnaie unique, l'euro, mais également à une politique énergétique commune et une politique migratoire commune, de même qu'une politique étrangère. Donc ces résultats peuvent orienter l'action des gouvernants, ils peuvent prendre appui sur les sondages pour vérifier l'adhésion du peuple, bien sûr, mais ils peuvent aussi donner priorité aux propositions qui rencontrent le plus d'adhésion. Ici, le sondage permet de bien mettre en évidence l'attachement des citoyens à l'union économique et monétaire, par exemple. Le document 4 pose la question suivante, les sondages, est-ce que c'est une pollution de la démocratie ? Des études ont démontré que le fait de connaître les intentions de vote grâce au sondage peut modifier le vote de certains électeurs. Or, la démocratie suppose au contraire que chacun puisse choisir en fonction de ses propres convictions. Les sondages nuisent donc à ce principe et induisent des comportements plus stratégiques de la part des électeurs. C'est en cela qu'ils polluent la démocratie. Des chercheurs ont relevé plusieurs effets qu'ils ont observés lors d'élections. Il y a l'effet bandwagon, c'est-à-dire prendre le train en marche. Certains électeurs se rallient à un candidat parce qu'il est donné favori. Il y a également un autre effet qui s'appelle l'effet underdog. Certains électeurs se rallient au contraire à un candidat parce qu'il est donné perdant. C'est l'effet outsider. On peut aussi observer un effet vote utile qu'on a pu observer en 2002 par exemple, lorsque pour le second tour des élections, on avait face à Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen. Donc le président Chirac a été élu avec plus de 80% des voix, puisque les Français, même s'ils n'étaient pas d'accord avec le RPR, eh bien, ont voté utile pour faire barrage au Front National. Cet effet vote utile a également été observé lors de la dernière élection présidentielle en 2017, mais dans une moindre mesure par rapport à 2002.
Le free will effect, ou l'effet libre-arbitre, signifie ici la volonté de démentir les pronostics des sondeurs pour affirmer son libre arbitre. Il y a donc de multiples effets possibles lors des campagnes électorales ou des élections. Certains sont même contradictoires, l'effet bandwagon et l'effet underdog. D'un côté, on privilégie le favori, de l'autre, l'outsider. On voit bien ici la difficulté à mesurer l'effet des sondages sur les électeurs. L'effet bandwagon joue également, surtout auprès des professionnels de la politique, puisque ceux-ci vont tenter de se rapprocher des personnes les mieux cotées pour assurer leurs arrières. On a pu l'observer lors des dernières élections présidentielles, certains n'hésitant pas à quitter leur parti d'origine pour se rapprocher de La République en marche, mieux placée dans les sondages. Pour cette fin de chapitre, cette dernière séquence, je vous laisse rédiger la synthèse vous-même.